pour la dernière table ronde de cette journée, de cet après-midi. Donc on a cherché à travers les prises de parole tout le début de cette journée à identifier des facteurs, des causes, des sources du problème doctorat. Et on a un fil rouge qui est apparu régulièrement, la question de la perception, de la visibilité, de la représentation associée au doctorat, avec l'idée souvent d'une perception plutôt insuffisante ou parfois biaisée ou faussée. Et souvent les deux d'ailleurs. Donc c'est sur cette image de marque du doctorat qu'on va s'arrêter à présent, et ainsi que sur les trajectoires des docteurs qui sont associés à cette image. Donc on va donner la parole, je vais essayer de faire bouger ça en même temps. Voilà. À nos cinq orateurs, pour une table ronde présidée par Madame Marie-Cécile Nave, déléguée générale de France Université. Et je vous laisse prendre le relais. Bonjour, est-ce que vous me confirmez qu'on a bien 1 heure parce qu'on est un petit Oui, peu en on va retard. compter 1 heure, voilà. D'accord. Juste. Merci. On va tenir. Vous avez Merci droit à votre beaucoup. heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais commencer en introduction par quelques éléments de contexte qui s'inscrivent aussi dans des préoccupations plus structurelles, donc de plus long terme. France Université, c'est 116 membres, dont les 73 universités françaises. On a aussi des écoles à l'étranger qui sont membres de l'association. Et parmi nos activités, il y a le travail de plaidoyer dans le débat public et auprès des pouvoirs politiques, locaux, nationaux, européens, etc., pour valoriser ce que fait l'université et ce que font les forces vives de l'université. Et quand on reste dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, bon, tout ceci paraît évident. Quand on en sort, pas du tout. Que ce soit le monde privé, mais aussi le monde public. Le monde de la décision publique est encore très n'est pas acculturé justement au doctorat. Donc, la formation universitaire par la recherche, dès la première année, mais jusqu'au doctorat, qui est l'aboutissement de cette formation, on peut y ajouter l'HDR, bien sûr, c'est une plus-value considérable pour penser les crises politiques, sanitaires, environnementales, et qui toutes doivent être appréhendées par un prisme géopolitique. Je nous apprends en vous disant ça. Et pour appréhender, penser les crises, mais aussi pour pouvoir les traiter et pour construire les politiques publiques afin d'y faire face. Ça, c'est des choses essentielles. Et dans le travail que l'on fait en faveur du plaidoyer pour le doctorat auprès des pouvoirs publics, on a beaucoup travaillé à la valorisation des COFRA, des bourses de thèse auprès de l'administration d'État, qui sont un peu l'équivalent des CIFRE, mais dans l'administration de l'État. On a travaillé aussi pour les choses les plus récentes, auprès de Bercy dans le cadre du projet de loi Industrie verte. Et quand on va parler à Bercy, où on nous dit beaucoup dans le débat public et médiatique qu'il faut des ingénieurs pour faire face aux besoins d'emploi, si on veut réindustrialiser la France dans une perspective de développement durable. La perspective ingénieur, la perspective diplômée de l'université n'est pas dans le scope de Bercy, et encore moins, et a fortiori moins, les docteurs. Non pas que ingénieur et docteur soient incompatibles, au contraire, c'est absolument complémentaire, on peut même être les deux. Mais c'est vrai que quand on leur dit ça, ils me disent « Ah oui, c'est vrai... Ah oui, c'est vrai, doctorat, mais quelle est la plus-value d'un doctorat ? C'est quoi un docteur dans le monde de l'entreprise privée ? Qu'est-ce que ça peut apporter, etc. C'est pas du tout un réflexe qui vient spontanément, un réflexe donc. Un autre exemple très récent, dans le projet de loi sur la réforme de la justice, où des dispositions qui étaient jusqu'ici prévues pour favoriser la progression des docteurs, l'accès des docteurs à certaines professions sont supprimées, ou bien doivent être encore défendues pour les légitimer. Donc il n'y a pas du tout cette volonté, que ce soit par négligence ou par ignorance, de valoriser le doctorat du côté
du côté des décideurs, et ça a sans doute été dit précédemment dans la journée, mais la France est vraiment une exception dans les pays développés, dans la faible place qui est accordée aux docteurs et aux doctorats au sein de la sphère de décision. On était récemment à Berlin, on en parlait avec l'ambassadeur de France en Allemagne, et c'est vrai que ça fait une énorme différence, rien qu'avec l'Allemagne, c'est connu, avec l'Amérique du Nord, avec beaucoup d'autres pays de l'OCDE, mais pas que dans les pays du Nord, c'est aussi vrai dans d'autres régions du monde. La transformation de l'ENA en INSP amorce une dynamique un petit peu nouvelle, dans ce sens-là, avec un rapprochement qui est en train de s'opérer doucement, mais quand même c'est la dynamique, entre le monde de la décision publique et le monde de la recherche, et des passerelles dont le doctorat peut être un des éléments. Je m'arrête là. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi un panel d'intervenantes et d'intervenants d'horizons différents, et ça qui est intéressant. Moi j'aime bien participer à des tables rondes comme ça, où on parle d'un sujet commun, mais à partir d'expériences, d'environnement et parfois de parcours différents. Et c'est vrai que parler en dehors de la seule sphère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est majeur, parce que comme ça on évite de parler entre gens convaincus et entre gens qui connaissent bien les sujets. J'aime bien cette idée aussi dans le titre d'image de marque. Comment brander, comment faire du branding autour du doctorat, mais c'est un très vilain mot en français, puis c'est pas un mot français d'ailleurs, mais c'est un peu un défi, c'est intéressant. Alors je voudrais que vous me parliez l'un et l'une après l'autre de votre expérience tout simplement avec les docteurs dans votre organisation, que ce soit une entreprise, un institut de recherche et ou d'enseignement. Est-ce que leur profil a évolué ? Est-ce que leurs ambitions ont évolué ? Quelles sont-elles ? Pourquoi ils et elles font-ils un doctorat, ou se présentent-ils chez vous avec un doctorat pour intégrer le personnel ? Quels sont les atouts, les compétences spécifiques que vous avez identifiées dans ces profils-là, dans des environnements qui, en fonction des uns et des autres, ne sont pas nécessairement uniquement dédiés, ou même dédiés tout court à la recherche fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça de manière très libre, les uns après les autres ? Je voudrais commencer par vous, Jeanne Savy. Vous êtes Senior Vice President Innovation, c'est ça ? Vice-présidente senior innovation chez Orange, au niveau du département des affaires publiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des docteurs chez vous ? Est-ce que c'est une plus-value ? J'imagine que oui. Et comment vous travaillez avec eux dans l'environnement de recherche-innovation qui est le vôtre ? Merci, oui. Juste pour rectifier, donc je suis rattachée à la recherche et responsable des affaires publiques de la recherche, et aussi, et je ferai beaucoup le lien, d'un programme d'expertise chez Orange. Donc moi je voudrais déjà repartir un petit peu par des exemples dans une forme de démarche scientifique, essayer d'extrapoler quelques exemples. Je vois tomber une pomme et je n'hésite pas à en déduire la gravité, tout en ayant un petit disclaimer sur l'effet statistique. Est-ce que ça a une vraie valeur statistique ? Parce qu'on a beaucoup de mal, ça a été dit par plusieurs intervenants, à tracer finalement. Ça n'est pas un paramètre qui est recensé, qui est tracé dans les bases RH et autres. Combien a-t-on de PhD, et a fortiori, que deviennent ces PhD ? Il n'y a pas forcément de structure alumni, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu à titre d'intro mon disclaimer. Je voudrais commencer par peut-être mon expérience personnelle, ou sans paraphraser, je crois aussi que ça a été beaucoup dit, la culture française et la spécificité de la culture française. Et je crois que là, faut qu'on fasse levier du fait que le PhD, c'est par construction un titre international pour en profiter, pour casser ce stéréotype. On est quand même beaucoup victimes de nos propres pensées limitantes.
Mon expérience personnelle, n'hésitons pas. Moi, je suis normalienne et j'ai commencé par un PhD en physique théorique, ce qui porte bien son nom, donc c'est très théorique. Et pour un certain nombre de raisons, en particulier justement ce côté trop disconnect avec la réalité, j'ai choisi de rentrer dans les télécoms. Et donc j'ai passé le concours des télécoms avec 2 ans d'école d'ingénieur pour commencer, parce que par construction, ça ne suffisait pas d'avoir un PhD, où telle était ma représentation, mais peut-être le marché de l'emploi à l'époque aussi, pour être embauché par France Télécom à l'époque et faire sa carrière. À tel point d'ailleurs que j'ai failli ne pas soutenir ma thèse, et je l'ai fait un peu sous la gentille pression de mon directeur de thèse de l'époque, que je remercie au passage. C'était un très bon conseil. Donc j'ai failli ne pas soutenir ma thèse en considérant qu'effectivement ça ne servait à rien. Il y a de ça une trentaine d'années, mais quand même, je ne suis pas sûre que ça ait tant évolué que ça. A contrario, je vous cite un autre exemple qui est encourageant et sur le thème de l'anecdote de Patrice Ken et qu'est-ce qu'on met sur sa carte de visite. J'ai une très bonne collègue, ancienne collègue d'Orange. Je ne savais même pas qu'elle avait un PhD, pour être honnête. Elle est partie il y a quelques années, elle s'est fait embaucher par Google, excusez-moi, elle s'est fait embaucher par Google. Et depuis, sur son LinkedIn, elle a son nom, PhD. Donc ça, c'est hyper... Et donc, elle est française, elle a une culture, et voilà. C'est hyper représentatif du shift qu'on peut faire à titre individuel, mais donc pourquoi pas qu'on peut faire à titre collectif. Enfin, voilà, c'est notre enjeu, je pense, de culture, là. Alors après, le tableau est pas si noir que ça non plus, mais malgré tout, on a du mal à caractériser le problème quand même. Alors, moi, j'ai réussi partiellement à le caractériser chez Orange sur le pool des gens qui ont fait leur PhD chez Orange. Et réciproquement, je ne sais pas le faire dans l'autre sens. C'est pas grave. Donc, les gens qui ont fait leur PhD chez Orange, j'ai une stat sur à peu près une quinzaine d'années, très partielle à cause de la qualité des données. Quand même, mon passé de scientifique fait que j'ai fait gaffe aux statistiques et à la qualité de mes statistiques. Alors, donc, on a à peu près 40 PhD par an, 40 doctorants par an. Sur donc ces personnes-là qui ont fait sur les 15 dernières années, j'ai des données exploitables à peu près sur 300 personnes. Je peux dire que de l'ordre de 30% de ces personnes restent dans la recherche ou dans l'enseignement. Et ce, quelle que soit l'institution. C'est-à-dire, ça peut être chez Orange, ça peut être dans l'entreprise privée, ça peut être dans le domaine public, dans la recherche publique, ça peut être dans l'enseignement au sens universitaire du terme. Donc, je fais fi de l'institution, je parle plutôt métier, on va dire. Il y en a effectivement 30% qui restent dans l'enseignement et dans la recherche. Il y en a 70% donc, qui passent dans des fonctions de type entreprise, que je mets de façon très globale. Et dans ces 70%, donc, il y en a 50 fonctions diverses et il y en a 20% fonctions de CEO ou de créateur d'entreprise. Je trouve ça hyper intéressant comme retour. Et ça prouve bien que, effectivement, le PhD ouvre à n'importe quel type de carrière et peut être un levier, peut être valorisé. Je ne sais pas si ça a une importance, mais malgré tout,
on reste très très Europe-centrique, non pas dans nos recrutements de doctorants, mais dans effectivement ce qu'ils vont faire comme carrière. Donc il y a seulement 8% qui quittent l'Europe. L'Europe au sens très large, enfin au sens évidemment géographique, mais donc il y en a seulement 8% qui quittent l'Europe, et parmi eux, la moitié pour l'Amérique du Nord. Voilà, alors je vais peut-être vous faire malgré tout, toujours sous le prisme de quelques exemples, la preuve d'une certaine façon qu'effectivement on peut avoir une carrière dans l'entreprise et certaines entreprises sont prêtes à valoriser le PhD. Donc je vais vous citer quelques exemples pour revenir à la table ronde précédente sur la rémunération. Effectivement, d'une façon un petit peu basique, mais quand même discriminante. Je pense que les étudiants raisonnent aussi sur leur employabilité, sur la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Il ne faut pas négliger ce paramètre. Donc, on peut rémunérer de l'ordre de 30% de plus à la première embauche, sur le package de première embauche. On voit des exemples de premium, on va dire, de rémunération de l'ordre de 30% pour quelqu'un qui a un PhD. Alors, juste à titre d'honnêteté intellectuelle, si j'ose dire, c'est aussi quelqu'un qui a 3 ans d'expérience supplémentaire en moyenne. Soyons transparents. Mais voilà, c'est le premier volet très concret. Et puis après, il y a et qui est plutôt à l'entrée de carrière par déconstruction. Et puis après, il y a la perspective de carrière. Alors chez nous, il y a un volet qui est très très présent, qui me paraît un levier très important et très évident, si j'ose dire, vous l'avez beaucoup développé chez Atos, c'est les carrières d'expertise. Un peu par construction, les carrières d'expertise, elles s'apprêtent particulièrement bien à une entrée avec un diplôme type PhD. Qui, au passage, devrait être vu plus comme un titre que comme un diplôme, je pense, et c'est ça aussi la force des pays anglo-saxons. Donc, ces carrières d'expertise, chez Orange, on veut énormément les développer, les sécuriser aussi, parce qu'on voit l'expertise comme un asset stratégique, quelque chose de business critical, et en faire des possibilités de carrière vraiment miroir de ce qu'on peut faire en management, de ce qu'on peut faire en gestion de projet. Donc que ce soit en niveau de responsabilité, avec des statuts ou des grades, enfin on le qualifie différemment, et évidemment des packages de rémunération très similaires. Donc ça, c'est une démarche en cours de validation et de déploiement d'un point de vue RH, qui est un changement culturel, parce que c'est vrai, et je pense qu'on ne fait pas exception, le management a très longtemps été la voie royale pour la carrière, y compris à faire de la destruction de valeur, c'est-à-dire des bons experts qui quittent la filière d'expertise parce que il vaut mieux qu'ils fassent du management pour monter, quitte à ce que ce soit un échec parce qu'ils n'ont pas le profil. Donc ça, excusez-moi d'être provocatrice, la filière d'expertise, je pense que c'est l'un des leviers vraiment très très évidents et très forts dans l'entreprise. Et d'ailleurs, j'en profite, petit call to action, pour vous dire qu'on lance sous l'égide de la NRT avec quelques partenaires, donc l'EDF, La Poste et Renault, donc Orange bien entendu, un petit benchmark sous forme d'un questionnaire assez simple, mais justement pour essayer de faire un panorama assez global en France sur la façon dont on positionne l'expertise, dont on la valorise et dont on l'anime ou on la gère dans nos entreprises.
Donc n'hésitez pas à y répondre ou même à faire appel à votre écosystème pour l'enrichir très largement. On cherche une valeur statistique aussi. Deuxième façon de valoriser le PhD, et j'ai cité un peu les statistiques en disant, entre guillemets, il n'y a que 30% qui restent dans la recherche ou dans l'enseignement, c'est justement d'avoir une carrière qui n'est pas une carrière de recherche pure et qui peut aller jusqu'à des niveaux de type CTO, CIO, quand on parle de PhD technique et scientifique dans des recherches, dans des matières technologiques. Et on a des exemples, effectivement, de CTO, CIO qui sont PhD et qui en font une valeur et un recul, ça a été bien dit dans les talents types, dans leur prise de décision. Ça les positionne de façon un peu singulière en tant que decision maker. D'accord. Et donc, ça peut aller d'ailleurs jusqu'à des jobs très business. On a eu une responsable des grands comptes chez Orange Business. On a un membre du COMEX qui est PhD. Et puis, dernière mention que je voulais faire sont les PhD qui sont dans les domaines sciences humaines et sciences sociales. Qu'on valorise aussi typiquement sur des fonctions de transfo ou de communication. Et à titre d'exemple, la directrice de la communication de la RSE de la France a un PhD dans un domaine économique. Voilà, donc ceci pour vous convaincre par l'exemple et par l'élément de preuve, comme disent les marketeurs. Je crois qu'il faut qu'on markete le PhD. Qu'on peut le valoriser dans une carrière d'entreprise et que ça n'est pas synonyme de recherche non plus. Merci. Alors, c'est bien, ça me fait plaisir que vous finissiez sur l'importance et l'intérêt des doctorats, des PhD en SHS. Je me tourne vers vous, Sadi Lalou, parce que vous avez... en tant que directeur de l'Institut d'études avancées de Paris, vous avez, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, une expérience à nous partager sur le fait de familiariser l'entreprise avec les doctorants et de familiariser les doctorants avec le monde de l'entreprise, parce que pour certaines disciplines ou pour certains parcours, c'est plus évident que pour d'autres. Et notamment, je crois que vous avez mis en place ou vous participez à un club de doctorants sur la question des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Merci. Alors, donc, l'Institut d'études avancées de Paris, c'est une plateforme commune des principaux établissements OSR, une douzaine, et le CNRS donc francilien. Et on a plutôt un rôle de sélection des chercheurs de très haut niveau qu'on met en lien avec l'écosystème parisien. Il se trouve qu'on a aussi, par délégation de la NRT, on aide la mairie de Paris à sélectionner ces chiffres. Ils en ont une trentaine. Et donc, on voit ça de près. Et moi, j'ai été amené à être un utilisateur en fait de chercheurs dans différents endroits, puis aussi un formateur, puisque il se trouve que je suis aussi prof à la London School of Economics et j'ai dirigé pendant 6 ans une école doctorale dans mon département. Et donc, pour venir à cette question de l'image de marque du doctorat et des trajectoires et comment ils sont vus par les employeurs en fait et les sélecteurs, je pense qu'une chose qui est vraiment très importante et qui a été dite déjà plusieurs fois dans cette journée et qui fait écho à ce qu'a dit Thierry Coulon, on est dans une période où on a besoin de gens qui sont capables de gérer des transformations et de naviguer entre des univers différents, naviguer entre l'entreprise et l'université, naviguer entre la science et les applications. Et typiquement, les docteurs restent, à mon avis, toute leur vie un petit peu des chercheurs parce qu'ils appartiennent à la fois à la science et à l'organisation dans laquelle ils travaillent. Et la manière dont on doit faire maintenant de la recherche et aussi du business est une manière transverse. Et il faut être ouvert et travailler avec d'autres. Et les chercheurs
et en particulier les docteurs, puisque souvent ils ont gardé un lien avec leur université, sont des passeurs. Et je pense que ça, c'est une chose qui est énormément appréciée dans toutes les entreprises, y compris en France, où on a une culture d'ingénieur. J'ose même pas demander à ceux qui sont dans la salle qui est ingénieur et qui est docteur. Ici, on représente en fait le système, hein, et je pense que beaucoup d'entre vous sont au moins aussi ingénieurs, hein, parce que malgré tout, c'est quand même ça le système dominant qui reste en France. C'est pas du tout pareil à l'étranger. On poserait la même question dans les gérants du système en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis. On aurait très peu d'ingénieurs et beaucoup de docteurs. Et donc, je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir effectivement cette capacité à avoir du recul et une vision un peu transverse et originale. L'ingénieur, c'est magnifique. Moi aussi, je suis ingénieur et docteur, mais c'est quelqu'un qui va faire au spec et dans le temps et avec un bon niveau de qualité. Le docteur, on l'a vu, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'aller plus loin et de reposer éventuellement le problème. Et ça, c'est justement les gens dont on a besoin maintenant. Malheureusement, mais je vais me placer maintenant dans la perspective de l'utilisateur et de l'employeur, on n'est pas toujours, et en particulier en sciences sociales, puisque c'est plutôt mon domaine, on n'est pas toujours certain d'avoir un niveau de qualité certifié comme on l'a quand on emploie un ingénieur. Et je pense qu'une des choses que nous avons à faire, c'est de nous assurer que dans la formation des docteurs, on a ces fameuses capacités qui sont en principe dans le référentiel, qui sont des capacités à gérer des projets, des capacités à travailler en équipe, des capacités aussi à faire partie d'une organisation. Et nous ne formons pas non plus les ingénieurs, d'ailleurs, au travail en groupe. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont magnifiquement faites justement dans les contrats CIFRE, qui permettent d'avoir quelqu'un qui a les deux cultures, puisque c'est ce qu'on va leur demander après d'être des passeurs. Hein. Mais on devrait faire ça de manière presque systématique. Soit on met tout le monde en CIFRE ou quelque chose d'équivalent, ce qui serait merveilleux. Et d'ailleurs, le ministère travaille à augmenter le nombre de CIFRE, mais ce n'est pas suffisant. On devrait, je pense, avoir des stages, on devrait avoir la mise en place dans les écoles doctorales de l'équivalent de ce qu'il y a dans les écoles d'ingénieurs avec les juniors entreprises, pour être certain que les gens qui arrivent avec cette capacité à être, comment dire, un scientifique, et aussi la capacité à être quelqu'un de productif dans un système et dans une organisation, et pas seulement quelqu'un qui est capable de bien penser tout seul. Donc je pourrais vous dire un petit peu comment on gère ça en Angleterre pour s'assurer du niveau de qualité des thésards, avec un contrôle qui est moins sympa qu'ici, un peu plus rigoureux, mais c'est peut-être pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Mais si. Bon, donc, non, mais bon, au bout de 5 mois, on a le extended essay, c'est-à-dire qu'on a un premier examen qui nous permet de sortir immédiatement, sans trop de douleur psychologique, les gens dont on voit que, bon, bah, ils sont pas faits pour ça. Hein. Donc, on s'est trompé, et donc on les sort. Malheureusement, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien à ce niveau-là, ils sortent secs. Hein. Ensuite, au bout d'un an et demi, il y a l'upgrade, qui est comme un examen, un premier jury de thèse. Et donc là, on a la possibilité de les arrêter ou de les orienter vers un MPhil, c'est-à-dire un Master of Philosophy, mais qui est en fait une thèse ratée. Hein. Mais il y a quand même un diplôme. Pardonnez-moi d'être un peu direct. Hein. Et puis, à la fin, au moment de la soutenance, c'est pas comme ici où, quand on soutient, normalement, on a la thèse. La soutenance est fermée. Et vous pouvez sortir soit avec un No Revisions, donc vous avez directement le diplôme, soit Minor Revisions, donc vous avez jusqu'à 1 an pour améliorer et vous repassez en fait. C'est un Revise et Resubmit, hein, ou alors un Major Revisions, et là c'est encore plus long, donc c'est un Revise et Resubmit, mais dur. Ce qui fait qu'on est sûr que la thèse a le bon niveau, et puis on sait ce qu'on a quand on achète un thésard. Ici, la plupart du temps, on peut avoir des choses très très bien, mais on n'a pas une garantie totale. Et par rapport au diplôme d'ingénieur, c'est quand même un problème. On nous a dit tout au long de cette journée, n'opposez pas les ingénieurs et les thésards. C'est très bien. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à améliorer le niveau des thésards pour qu'il y ait une certification de qualité. De même qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les diplômes d'ingénieurs, parce qu'on s'aperçoit qu'on en fait très vite des managers. Ça a été mon cas, et on n'est pas forcément très compétent pour ça. Et que ça peut poser un certain nombre de problèmes, et je n'insisterai pas là-dessus. Les qualités magnifiques qu'on a décrites pour les docteurs ne sont pas toujours présentes chez les ingénieurs, simplement parce qu'on ne les forme pas pour ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour la discussion, peut-être. Merci beaucoup. Hervé Devaux, qui est directeur des programmes du commissariat à l'énergie atomique, j'aimerais qu'on
qu'on voit avec vous un peu en lien avec l'actualité, hein, ce que je disais en introduction brièvement sur les grands programmes, j'aurais pu citer le GPEC de la Nation, il y a aussi ces grandes intentions au niveau de l'Europe, avec l'Europe des compétences, etc., qui sont des grands chapeaux qu'il faut ensuite décliner concrètement dans des politiques publiques et privées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, dans l'organisation qui est la vôtre, sur le travail avec les docteurs et les doctorants pour faire le lien entre recherche et innovation, en particulier sur les sujets qui sont au cœur de votre organisation et qui sont conjointement au cœur de certaines préoccupations politiques actuelles, réindustrialisation, concurrence, compétition internationale sur les grands enjeux, nucléaire, sécurité, etc. Oui, merci. Oui, donc, alors d'abord, le CEA, alors on dit toujours commissariat à l'énergie atomique, le nom complet c'est commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alors pourquoi je précise ça? C'est parce qu'en fait, on est un centre de recherche et de technologie qui travaillons sur la dissuasion, ça c'est historique, la transition énergétique, la transition numérique et des technologies pour la médecine du futur. Et en fait, on se voit comme un lien entre l'académique et l'industrie. Alors, suivant les laboratoires, vous allez avoir des choses assez fondamentales et puis un peu plus appliquées, puis on va aller jusqu'au pilote pré-industriel. Et donc, en fait, on représente, je crois que les chiffres du ministère nous le disent, qu'on représente 47% de la recherche partenariale française. Alors, sur ces sujets qui sont clés, je pense à la transition énergétique, transition numérique, où on est vraiment extrêmement placé, on a un travail très étroit avec le milieu académique et puis avec le milieu industriel. On fait beaucoup de travaux dans ces conditions-là, dans tous les stades, avec l'Europe, avec des financements de BPI, de l'ANR, un petit peu tout. Et pour nous, en même temps qu'on fait ça, on se donne un objectif de formation. Alors on le fait à travers des doctorants. Alors je parlais en flux parce que si je vous parle en nombre, comme on a encore un peu l'effet du pic du Covid avec quelques prolongations, et j'ai les chiffres stabilisés de 2022. Donc voilà, j'ai les tendances 2023, mais je n'ai pas les chiffres stabilisés définitifs 2023. Donc en moyenne, on rentre plus de 500 doctorants par an nouveaux au CEA. Et nous, on a une vision claire. Un doctorant, il est payé, il fait un travail, donc ils ont tous un contrat. Un point qui est extrêmement important, c'est qu'on en finance directement, enfin on est employeur de plus de 80% de nos doctorants. C'est-à-dire qu'on mobilise un budget que je trouve extrêmement significatif pour former, et pour former en lien aussi bien avec l'académique qu'avec l'industriel, avec les industries. Alors, en fait, dans ces plus de 400 thèses que nous finançons directement, on en a 125 qu'on préempte au départ dans la subvention de charges de service public et que donc on destine en centrale sous un système extrêmement sélectif à différents étages en fonction de nos priorités programmatiques. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, mais aussi en fonction de la qualité du sujet, avec une expertise sur le sujet, puis sur les candidats, les dossiers. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est capable de payer qu'on prend un candidat. Il faut qu'on assure la cohérence du total, parce qu'on est extrêmement attaché à l'employabilité de nos thésards à la sortie. Ça, c'est un deuxième point. Et la deuxième partie, alors c'est cette partie qui a très très fortement cru ces dernières années, elle concerne en fait notre capacité à obtenir des contrats pour pouvoir, au niveau des laboratoires, prendre des doctorants sur les sujets en développement. Alors, il y a tous les types. On va aller chercher des sous à l'Europe, à l'ANR, dans nos partenariats industriels, dans notre façon de réorganiser nos sous, puisque nous sommes de droit privé. Toutes les solutions pour accroître le nombre de doctorants. Alors ça c'est l'entrée. Bon, derrière il y a la sortie. Alors on a nos chiffres, on suit très très précisément tous ceux dont on est employeur, ceux où on est moins employeur. Vous savez toujours, c'est toujours, enfin, je vais pas, ils sont tout aussi importants, mais
c'est toujours compliqué. Vous savez que vous avez des thèses en co-tutelle, alors ils sont comme il faut qu'ils rentrent, alors il faut qu'ils aient un badge, donc on les a dans nos chiffres, mais en fait on en est responsable jusqu'à quel point, puis en fait les chiffres ils rentrent ailleurs. Alors bon, au moins on suit ceux qui ont été nos collaborateurs. Alors en fait, si on fait la stat au bout d'un an, il y en a 50% qui ont un emploi permanent, qui sont en CDI. Et en fait, quand je regarde, en fait, si on prend les 100% des thésards qui ont eu leur thèse, il y en a 37% qui ont un CDI dans le privé. Les 12% d'écart, ils ont d'un CDI dans le public. On se considère, nous, comme dans le public. D'accord ? Il y en a une partie, il y en a 25 en moyenne, qui rentrent chaque année au CEA comme ça. Les autres, ils sont dans le public. Mais en fait, si on fait des statistiques à plus long terme, on se rend compte qu'on a plus des 2/3 qui finissent dans le privé. Ce qui illustre vraiment notre notion de lien entre le public et le privé, et en fait le monde académique et le monde industriel. Et ça va être le troisième point sur lequel j'aimerais revenir. Bon, on a des enjeux majeurs avec cette transition énergétique, cette transition numérique. L'État nous aide énormément avec le plan France 2030. Avec des montants extrêmement significatifs. Et moi, j'ai des soucis quand je gère les programmes, c'est que je vois tous ces montants, toutes ces personnes qu'on s'est engagées à embaucher. Et donc, je commence à surveiller, et ça, j'ai déjà les chiffres 2023, notre capacité à rentrer les personnes alors qu'on a rentré les contrats. Et là, c'est la catastrophe. C'est là où je commence à être beaucoup, beaucoup plus inquiet. C'est-à-dire que notre courbe de croissance de notre doctorant, en fait, elle s'est inversée. Alors ça, c'est déjà ce que j'ai rapporté au ministère pour les chiffres 2022. Mais alors, sur les chiffres 2023, je ne les ai pas encore. Mais par contre, j'ai ma photo sur mes 125 doctorants que je surveille en centrale. Et donc, on avait des sujets absolument prioritaires. Sur le nucléaire, vous connaissez notre besoin énergétique, de transition énergétique, de relance du nucléaire, et puis tout le grand programme européen du Chip Act sur la microélectronique. Et ben, c'est les deux secteurs où, en fait, avec des bourses garanties, contrats et tout, en fait, c'est les deux secteurs où j'ai pas fait mes chiffres. C'est les deux secteurs où, en fait, l'attractivité industrielle était telle qu'en fait, le pool de candidats, il a préféré aller directement sur le marché de l'emploi plutôt que faire une thèse, sachant que notre lien très fort avec nos partenaires, aussi bien du nucléaire que de la microélectronique, fait qu'il y en a un flux très très grand qui va derrière dans ces entreprises. Et ça pour moi, pour la préparation de l'avenir, c'est vraiment un sujet important d'inquiétude. Alors, c'est le sujet de l'attractivité, donc on a parlé déjà dans la journée. Alors, je termine volontairement par vous ce premier tour de table, Edouard Kaminski. Last but not least, vous êtes, on peut dire, encore nouveau président de l'Université Paris-Cité, ou peut-être vous êtes plus nouveau maintenant, vous êtes bien installé. Je termine volontairement par vous pour vous poser une question un peu provocatrice, mais vous pouvez ne pas répondre à ma question, faire comme à la télé et dire ok, c'est ma question, mais voici ma réponse. Quel est le rôle des universités par rapport à ce que vous avez entendu là, et d'une manière générale sur la question de l'attractivité du doctorat, de la trajectoire? Est-ce que vous voyez des profils différents? C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous frappent dans l'évolution des profils des doctorants et des docteurs et des ambitions qu'ils peuvent avoir, que ce soit parce qu'ils s'engagent dans un doctorat pour avoir une carrière académique, ou que ce soit, c'est peut-être là que je voudrais que vous nous développiez un peu plus, quand ils ont d'autres ambitions professionnelles. Est-ce que ce qu'on a entendu jusque-là conforte les idées qu'on peut avoir par rapport au nouveau profil des doctorants, ou bien au contraire, est-ce qu'il faut continuer à faire ces liens avec d'autres types de carrières possibles que celle qui est la plus évidente a priori, qui est celle de la recherche fondamentale? Alors, merci pour votre question. Donc, je vais y répondre de façon assez indirecte, mais
comme j'avais effectivement préparé mes réponses, je vais rester un peu sur... Alors juste pour dire qu'effectivement, bien que président d'Université Paris-Cité, je vais intervenir pour faire passer quelques messages au nom de l'association UDIS, donc des universités de recherche intensive sur ce sujet-là. Donc je ne vais pas vous donner des exemples très précis personnels, mais plutôt un ensemble de visions partagées. Donc rappeler qu'UDIS, donc c'est environ 1,5 million d'étudiants, dont on va dire 24 000 étudiants en thèse, ce qui représente un tiers des étudiants en thèse au niveau de la France. 50% des publications annuelles du pays, dont 2 tiers des publications les plus citées en France. Donc forcément, ces universités UDIS, qui pour beaucoup d'entre elles sont issues de fusions, de réorganisations, qui souvent ont été labellisées par l'État initiatives d'excellence ou portent toujours des projets importants du programme du Grand Emprunt, sont des universités transformantes qui s'intéressent aux liens entre sciences et société et qui voient le doctorat comme le véhicule principal pour augmenter l'influence de la recherche dans l'évolution de nos sociétés et dans l'influence des universités sur les décideurs. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement fort pour nous et qui passe effectivement par la capacité à attirer les talents et à valoriser les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises. Et l'attractivité de nos formations passe, d'après nous, par l'attractivité de nos établissements. Et donc avoir des établissements avec une taille critique, qui se sont situés tout de suite au niveau de la concurrence internationale, ça nous permet de faire un pas de côté par rapport au débat un peu français, un peu franco-français, parce que de facto, comme on l'a dit à maintes reprises, le PhD, c'est le diplôme de référence à l'international. Donc déjà, en se positionnant sur ce sujet de l'international et de la compétition internationale, ça devient une évidence que le PhD est un sujet central. Ensuite, on est des universités auxquelles l'État fait et a fait confiance, puisqu'on est, comme je le disais, très souvent labellisé, soit IDEX, on porte des LABEX, on porte des IHU et d'autres outils. Et le fait de matérialiser cette confiance de l'État en nos universités, je pense que c'est une façon d'augmenter la confiance de la société en nos universités. Parce que nous confier les talents de la jeunesse, c'est quelque part faire un pari sur la capacité de nos universités à les amener au plus haut et puis à répondre aux défis de la société. Donc l'image de marque, c'est extrêmement important pour nos universités et on pense que c'est en améliorant cette image de marque de ces universités opérateurs de recherche qu'on améliorera l'attractivité du doctorat. Ensuite, ces universités donc, sont transformantes et elles ont vocation à avoir des approches transverses, à éviter les silos. Donc il y a différents aspects à cette question. Je pense qu'une des choses qui changent, c'est qu'on n'enferme plus le doctorant dans son laboratoire. Donc dans l'histoire de l'évolution de nos universités, il y a eu d'abord la notion que le doctorat, c'était non seulement une formation à la recherche, par la recherche dans le laboratoire, mais qu'il y avait aussi une formation au-delà du passage dans le laboratoire. On a commencé par des compétences disciplinaires de pointe, ensuite des compétences méthodologiques transverses, et aujourd'hui on travaille sur les soft skills, les compétences transverses, qui vont aussi améliorer l'insertion professionnelle des doctorants et qui vont casser cette image d'un doctorant ultra spécialiste d'une discipline, mais peut-être un peu démuni quand il se retrouve un peu en dehors de son sujet, alors qu'aujourd'hui non, nos doctorants, certes, ont une connaissances disciplinaires en général très pointues, mais aussi ces compétences transverses qui leur permettent de naviguer à travers des sujets complexes qui viennent bien sûr de l'industrie ou de la recherche fondamentale. Pour moi, il n'y a pas de différence quelque part sur l'origine de la problématique. C'est la capacité qu'on a à traiter un problème complexe en faisant appel à ces compétences et à ces connaissances disciplinaires. Ensuite, on a cette chance dans nos grandes universités d'être voire omnidisciplinaire, c'est-à-dire d'être capable de tremper en permanence nos étudiants dans l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre aussi beaucoup en avant, les notions d'humanité numérique, le sujet transverse de l'intelligence artificielle. On veut démontrer à ces jeunes qu'en venant dans nos universités, ils seront particulièrement bien armés pour faire face justement à ces évolutions de la société qui nécessitent non seulement d'être par exemple très performants en biologie, mais d'avoir aussi un certain recul sur des aspects philosophiques ou bien sûr de pouvoir utiliser les méthodes de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut mettre en avant pour montrer que finalement, en allant dans nos universités, c'est là que vous aurez la plus grande
la plus grande capacité à acquérir des compétences qui vous permettront d'évoluer tout au long de votre vie parce que vous aurez des fondamentaux particulièrement pertinents. Peut-être que la dernière chose, c'est que voilà, ma camarade tout à l'heure a dit qu'elle était normalienne, et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai aussi commencé mes discours en expliquant que j'étais normalien, parce que normalien, c'était quelque chose de très français. On est passé par un concours ultra sélectif. On s'intéresse à la porte d'entrée, on ne s'intéresse pas à la porte de sortie. Notre vœu le plus cher dans nos universités d'excellence, c'est que la porte de sortie, ce diplôme de docteur, ça rende nos étudiantes et nos étudiants particulièrement fiers et qu'ils soient des alumni extrêmement actifs pour eux-mêmes mettre en avant leur alma mater, mettre en avant leur université, les laboratoires dans lesquels ils ont été formés, et qu'eux-mêmes, ce soient finalement les premiers porte-parole, ambassadeurs et ambassadrices de ce qu'on peut apporter aux jeunes de demain. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on arrive à montrer que les jeunes qui ont été formés dans nos universités en sont fiers et sont capables de recommander de venir faire des études de doctorat qui se retrouvent aujourd'hui dans les entreprises, une fois de plus, ou dans la recherche fondamentale. Je pense qu'il n'y a pas de différence majeure. Donc, voilà comment je peux répondre à votre question, si je l'ai bien comprise. Oui, bien sûr. Pour faire un peu le lien entre... Après, je laisserai la parole à la salle, mais une question un peu pour vous, si vous voulez répondre, un peu commune par rapport aux interventions que vous avez faites. Est-ce qu'on pourrait imaginer des moyens de reconnaître les compétences acquises ou d'identifier les compétences à acquérir qui soient communes, des moyens qui soient communs, à l'ensemble des écosystèmes dans lesquels les doctorants et les docteurs évoluent? C'est peut-être un peu trop chapeau ce que je dis là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que on a abordé un peu chacun votre manière. Pour certains, c'est évident que les docteurs et les doctorants ont des compétences. Encore faut-il que ceux qui les emploient le voient, et encore faut-il que les individus eux-mêmes en aient conscience. Et pour d'autres interlocuteurs, ces compétences manquent. Comment on pourrait trouver des moyens de partager les indicateurs pour les identifier, pour les reconnaître? Parce que vous, par rapport à ce que vous avez dit, qui était pas si dur que ça finalement, je comprends ce que vous voulez dire, sur comment on peut partager les choses qui manquent et le faire savoir aussi aux institutions qui diplôment. Moi, je pense que the proof is in the pudding. Donc, si on amène les doctorants dans les entreprises en facilitant ces choses-là, les gens se rendront bien compte que ces compétences existent. D'un autre côté, c'est en faisant ça que les compétences en question vont se former. Parce qu'on parle de compétences généralistes, de profil hanté, etc. C'est sûr que la compétence sur le sujet, elle est là. La question se pose de qu'est-ce qu'on fait des docteurs au-delà de leur spécialité propre et de leur thèse. Et donc ça, en fait, ils sont tout à fait capables de le faire, mais pour ça, il faut qu'on leur demande et qu'on les mette en situation. Donc, mettons des dispositifs qui les mettent en situation. Les docteurs en chiffres, c'est ça, et ils sont excellents. Ils n'ont aucun problème pour trouver du boulot et aller très très loin. Donc, généralisons ces systèmes. Trouvons d'autres qui sont déployons. Trouvons d'autres choses que le chiffre qui ressemblent, qui s'adaptent, en voyant la demande sociale, et pas seulement des entreprises, des collectivités locales, de la politique. C'est scandaleux qu'on ait aussi peu de docteurs dans nos décideurs politiques. C'est comparé au reste du monde, en particulier de l'Europe, c'est effarant, effarant. Si on veut une politique qui soit basée sur la science, qui est quand même la religion maintenant à laquelle on croit pour changer le monde, il faut qu'on ait des savants qui dirigent. C'est pas une religion, justement. Sinon, enfin, je veux dire, disons, le principe, vous m'avez compris. Voilà. Moi, je le formulerais aussi d'une façon un petit peu existentialiste, par l'acte, en fait. On est la somme de ses actes, et effectivement, on a tous souligné, on a bien fait le wrap-up, qu'il y a un point clé, ce sont les soft skills.
les soft skills, on reconnaît un peu par construction que le PhD ou le doctorant les a, parce que il a eu l'habitude du raisonnement par le doute, de la rigueur, de la communication, de l'exercice aussi de faire des écrits synthétiques et convaincants, etc. Donc, ça, c'est aussi facile, si j'ose dire, à rationaliser, parce que par définition, il va s'exposer. Il va s'exposer en faisant des talks, en faisant des publications, etc. Et c'est hyper représentatif, un exercice de com', de ce qu'on est et de la valeur qu'on peut amener à l'entreprise. Parce que je vous ai cité l'exemple de devenir decision maker et donc d'avoir un job qu'on appelle de C-level dans l'entreprise, hein, en particulier les directeurs techniques et autres. Sont des gens qui aussi doivent faire la conviction auprès de leur entreprise du pont qu'il y a entre la technique et l'impact business. Évidemment, impact business égale impact financier aussi, sonnant et trébuchant, hein, pour l'entreprise. Donc, voilà, ce pouvoir d'influence, ce pouvoir de conviction, je pense que c'est quelque chose qui est facilement rationalisable par le biais des interventions que le doctorant ou le postdoc fait déjà nativement, si j'ose dire. Il est déjà dans des exercices de com, au sens noble du terme. Peut-être une remarque sur le fait que souvent dans nos diplômes professionnalisants, comme on le dit, on a clairement des comités de perfectionnement qui sont un endroit assez utile où on bénéficie de l'apport de professionnels et aussi d'anciens étudiants qui sont devenus à leur tour des professionnels. Imaginez des dispositifs un peu semblables pour nos écoles doctorales, ça pourrait aussi permettre de s'ouvrir davantage à ces problématiques, parce que souvent, une des caractéristiques des écoles doctorales, c'est qu'on est entre pairs et ça manque peut-être un petit peu d'ouverture vers le monde socio-économique. Et j'ai en tête le modèle des pôles universitaires d'innovation qui vont être, à mon avis, un endroit exceptionnel pour être capable de creuser, de croiser les cultures et pouvoir là encore tremper nos doctorants dans ce type d'environnement. Ça me paraît très, très positif. Donc, tout ce qui est développer des interfaces qui permettent de casser un peu cette université tour d'ivoire pour la connecter à la société, au monde socio-économique, c'est très positif. Et je pense qu'il y a sûrement un effort à faire sur les écoles doctorales à ce niveau-là. On a le temps de prendre 2 courtes questions de la salle qu'on va prendre, ou commentaires, qu'on va prendre groupés et on y répondra le plus synthétiquement possible. Il y a un monsieur au fond, que je vois. Et monsieur là aussi. Et voilà. Bonjour à tous, Ilyes Benkassem de la société Arc France. Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui fait, moi c'est d'une expérience personnelle, qu'est-ce qui fait qu'à l'étranger, même si nous on parle thèse chiffre ou thèse académique, moi j'ai fait un parcours typiquement fondamental et j'ai basculé dans l'entreprise à l'étranger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à l'étranger, on fait facilement confiance au PhD en sens général, peu importe c'est de l'académique ou de l'industriel, où je suis parti travailler dans l'opération. Donc en fin de compte, je quitte mes labos de recherche pour tomber dans les opérations. Donc typiquement dans l'amélioration continue, faire un état de l'art où les publications scientifiques devenues les archives de l'entreprise, où en fin de compte on fait l'état de l'art à partir des archives, qu'est-ce qui a été fait et qu'on améliore en continu. Et après, j'ai pu revenir en France où là, il n'y avait plus de soucis. Comme je venais d'une entreprise, ça ne fait plus le lien, en fait, c'est-à-dire par rapport à mon ancien parcours académique. Est-ce que c'est un parcours, on va dire, à faire? Et comment lever cette barrière d'aller à l'étranger pour s'affirmer, pour revenir vers nos entreprises en France? Ok, merci. Une deuxième prise de parole? Deuxième question. Berger, école doctorale Sciences Po l'ingénieur. Qui dit image de marque, dit aussi image de marque véhiculée par les médias.
Si je prends le journal Le Monde, qui est quand même un journal de référence, je constate que l'essentiel de ces publications, de ces articles sur le doctorat sont toujours très négatives. Bon. C'est ce que je constate en tous les cas, mais en avant les difficultés, qui sont sûrement réelles, si vous voulez, parce que Le Monde est un journal sérieux. Et si je vais plus loin, je constate que toutes les difficultés qui signalent sont finalement quand même des disciplines, des doctorants dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc nous, ça nous casse un peu la baraque, si j'ose dire, dans des domaines comme Sciences pour l'ingénieur, où ça marche bien. Donc ma question est-ce qu'une priorité n'est-elle pas quand même de faire en sorte que dans ces disciplines, eh bien, on retrouve un niveau normal de fonctionnement? Lesquelles disciplines? C'est quoi un niveau normal de fonctionnement? Écoutez, donc je me suis mal exprimé. Pardon. Aussi bien du point de vue de la durée de la thèse, que du point de vue de l'encadrement, que du point de vue du fonctionnement elle-même, tout systématiquement dans le monde, moi je vous parle du monde, hein, eh bien, les exemples sont tirés des humanités, des lettres et des sciences humaines et sociales. C'est ça la réalité. Donc, on a l'impression, mais puisque vous parlez d'image de marque, c'est l'image de marque véhiculée par ce média qui est très important en France, et bien que l'image du doctorat est déplorable. Enfin, moi, quand je lis ça, je suis effondré à la fin. Voilà. Mais comme elle a parlé de 2 questions. Enfin, moi, je vais rebondir un peu, si vous voulez bien, mais à la fois sur vos 2 questions. Moi, je pense qu'il faut vraiment remarketer le PhD, refaire l'exercice de marketing du PhD. Donc, ça veut dire revoir le produit, et je crois que ça a été très bien dit par le ministère tout à l'heure, effectivement, sur la durée, sur voilà, des paramètres un peu structurants de la définition du produit. Mais c'est aussi, effectivement, en faire la promotion dans les médias. C'est aussi peut-être être en meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Hein. Qu'est-ce qui est attendu par les entreprises in fine? Et puis, des dispositifs que je qualifie d'hyper astucieux, hein, justement, pour faire le pont. Moi, très humblement, je ne savais pas que le VAE existait. Et je trouve que c'est très smart, parce que, justement, quelqu'un qui a fait de la recherche dans l'entreprise, par exemple, peut la valoriser au même titre que quelqu'un qui a fait un doctorat en sciences fondamentales, sur un sujet très fondamental, très universitaire. Donc, voilà, moi je le résumerai quand même comme ça, et ça c'est un enjeu collectif et aussi avec le ministère, bien entendu, de remarketer assez fondamentalement le PhD. Mais je crois que ça a été un peu engagé quand même, et la mobilisation qu'on a là ensemble, elle est justement ciblée sur ce but. Hein. Oui, sur pourquoi à l'étranger le PhD ça mène à tout. C'est le diplôme du haut, c'est le top, donc il n'y a pas le choix. Ici, on a un système qui est tout tir. Hein. Donc, en principe, on se dit si les meilleurs sont allés dans la filière ingénieur, ça reste encore dans les esprits, ces trucs-là. Hein. Donc, il y a ce problème-là. Sur la question d'Alain Bamberger, c'est peut-être parce que les journalistes du Monde, sur les sujets en sciences sociales, ont l'impression de savoir, alors qu'ils n'osent pas trop s'avancer sur les trucs un peu plus techniques. Ça serait une réponse, je dirais, un peu peut-être hâtive, mais pas entièrement fausse. Mais l'autre question, c'est quand on regarde ce que sont les structures de financement, elles sont très différentes. Hein. Et donc, quand on a des étudiants qui, effectivement, sont obligés de travailler et qui traînent pendant des années en postdoc avant d'avoir un job où ils peuvent effectivement mettre en place ce qu'ils ont appris, où on n'a pas exactement les mêmes conditions d'enseignement non plus, et ça se traduit malheureusement peut-être aussi par des différences de qualité. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est le contrôle de qualité. Moi, j'enseigne dans un département de sciences du comportement, c'est ce qu'on applique nous, et effectivement, je ne sais pas si les thèses sont meilleures là-bas qu'ici, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, on peut l'imaginer. Voilà. Et donc, quand on achète un doctorant, on pense qu'il y a eu un contrôle de qualité, alors qu'ici, de temps en temps, effectivement, il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet
filets parce qu'on ne sait pas comment les sortir en cours de route. Et ça, c'est vrai. Et il faudrait effectivement qu'on balaye devant notre porte pour ça. Madame, dernière question et après on arrête. Oui, moi je voulais faire remarquer, alors en termes de contrôle qualité, avec les comités de suivi, aujourd'hui ils passent tous par une moulinette chaque année avant la réinscription, avec aussi production de rapports d'activité, donc on n'est pas... voilà, c'est quand même sérieux. Hein. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de représentation de la qualité du doctorat en France versus à l'étranger, comme ça a été dit là, on se dit... En France, on n'a pas cette question, c'est quand ils vont à l'étranger. Mais c'est pas vrai. On a plein d'entreprises étrangères qui opèrent en France. Et j'ai fait, moi, l'exercice sur Paris-Saclay où j'avais les enquêtes emploi dans un domaine en tension, parce que là, c'est intéressant, on n'est pas perturbé par la conjoncture. Maths et info. Je prends les 2 écoles doctorales de maths info. Et puis, j'ai regardé sur les diplômés, il y en avait quand même beaucoup d'une année, ceux qui avaient été recrutés par des entreprises françaises qui opèrent en France et des entreprises étrangères qui opèrent en France. D'une part, les rémunérations sont plus importantes des entreprises étrangères, les responsabilités qu'ils ont, leur niveau de satisfaction sont plus importants, et les modes de recrutement n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans les entreprises françaises, on attend qu'ils candidatent sur des fiches de poste, et de l'autre côté, on vient les chercher avant même qu'ils aient soutenu. Et il y a même des techniques, nous on le voit régulièrement, où ils viennent faire des pré-recrutements via une césure, par exemple, pendant 6 mois, et ils sont déjà dans les tuyaux avant de soutenir. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a une concurrence en France et que c'est un petit peu alarmant pour les entreprises françaises. Ou c'est une bonne nouvelle, s'il y a une concurrence, ça peut aussi les mobiliser. Merci beaucoup, merci aux intervenantes et intervenants, merci au public, et donc je vous rends la parole. Merci beaucoup.